Ah, je suis désolé, mais je pouvais pas laisser passer ça. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Boozoscope qui, oui, je le sais, s'est fait grandement attendre. Vous avez été quand même assez nombreux à me le réclamer. Mais le manque de temps associé aux vacances, on fait que je n'ai pas eu trop le temps justement. Par ailleurs, je tiens quand même à compléter mes excuses quant au fait que oui, je vous avais promis de me jeter à corps perdu dans Madame Web et c'est encore d'actualité, mais un autre film s'est un petit peu imposé à moi. Hein. Il y a encore 2 semaines de ça, je me serais jamais attendu à un tel revirement. Car oui, alors que j'étais déjà en train de travailler le découpage vidéo de Madame Web, v'là-t-il pas que tombe sur Prime Video Atoman, le premier film de super-héros marocain flanqué d'une belle affiche qui a sûrement coûté la moitié du budget et qui tente d'en mettre plein les mirettes à base de verre et or afin de prétendre à un héros digne de ce nom, hein, capable carrément de rivaliser avec les pointures de Marvel et DC, malgré un budget d'environ 2 millions de dollars. Donc oui, c'est joli beau comme tout, hein. Mais si vous espérez que ce soit à la hauteur de cette affiche dans le film, c'est qu'il est peut-être temps quand même de retirer le coton-tige que vous avez inséré 10 cm de trop dans votre oreille. Alors effectivement, j'en avais déjà fait la review, mais plus le film a mariné dans ma caboche, et plus ça devenait une évidence. Voilà, je pouvais pas laisser passer ça, et d'autant plus que vous avez quand même été assez nombreux à me le demander, ce Boozoscope sur ce film. Même si bon, j'avoue, ça n'a pas été si évident, parce que bon, t'as beau rigoler vraiment avec ce film, voilà, au bout d'un moment, l'inéluctable vérité qu'on te prend vraiment pour un con en te proposant un tel bousin, elle te saute à la tronche, quoi. Et surtout, devoir se l'infliger plusieurs fois pour vous en faire une telle vidéo, croyez-moi que on passe rapidement de rire à souffrance, hein. Parce que faut pas croire, mais le film, il fait l'objet d'une grande confusion actuellement parmi les visionneurs, dans le sens où, alors certains le qualifient de nanar involontaire, d'autres de navet, et vraiment, j'avoue, la barrière, elle est mince. Mais une seule chose est certaine avec ce film, c'est que, alors, si je le trouvais amusant par son ridicule, et que ça m'amenait effectivement à penser qu'on était face à un nanar, l'idée de navet a quand même fortement germé quand tu comprends que malgré tout, ils sont full premier degré derrière ce film. L'intention, elle est bien claire. On envisage bien de livrer un film qui se prend au sérieux. Et là, c'est le drame, quoi. Parce que vraiment, penser que ce que tu fais est bien et pondre un tel résultat, mais ça relève presque de la maladie mentale, quoi. Ah non, mais on est dans une époque terrible quand même, hein. Donc non, je suis navré, mais Madame Web va devoir attendre un petit peu, car aujourd'hui, on part à l'aventure pour suivre le premier grand super-héros du pays du thé à la menthe, Atoman. Et notre film commence déjà très fort, hein, avec un générique du plus bel effet à grand renfort d'images 300% numérique, donc aux couleurs or, hein, regardez-moi ça. Ah oui, alors désolé, oui, j'avais oublié de vous prévenir, la musique officielle est signée Soprano. Toutes mes excuses, hein, c'est effectivement pas très sympa de ma part. Bon, c'est vrai, Soprano, quoi. Changer le monde à jamais. Ah bah, si tu voulais pas rentrer dans les clichés berbères, c'est vachement réussi, hein. Ah non, mais puis en plus, j'ai appris les paroles par cœur, hein. Bon, faut dire, je suis un grand fan de Soprano, hein. Non, je déconne. Non mais vraiment, va falloir que j'arrête de dire des conneries comme ça, parce qu'un jour, ils vont vraiment finir par me croire. Bref, pendant que vos oreilles souffrent et que vos yeux saignent, on arrive quand même à discerner dans ce générique des noms. Oui, des noms qui s'affichent à l'écran. Mais qui sont-ils? Non mais c'est vrai, est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient volontairement accepté qu'on les associe à ce film? Des gens pleins de courage, ou d'inconscience, hein. Je partirais plus sur la deuxième option. Et donc oui, on découvre que sur ce film, il y a par exemple un compositeur, quelqu'un également en charge du mixage sonore. On a des costumes designers, carrément, hein. Et alors quand on va voir le résultat, on va littéralement tomber par terre, hein. Et plus encore, il y a un superviseur des effets spéciaux, oui. Et surtout,
surtout un monteur. Et alors là, croyez-moi, le mec, faut vraiment l'inscrire au championnat du monde de bûcheron parce que on tient déjà le gars qui se hissera tout en haut du podium pour au moins les 10 prochaines années. Hein. Bref, notre film commence enfin avec un plan plein d'ambition, avec l'usage d'un drone. Hein. Enfin bon, juste pour filmer de loin un champ de panneaux solaires et c'est tout. Non, on te montre ça sur à peine 10 secondes, mais en fait ça sert à rien puisque c'est pas du tout là que le film veut en vérité nous amener. Ah bon, mais alors pourquoi tu nous poses ce plan si ça sert à que dalle? Ah, ça commence très très fort, hein. Car oui, on va plutôt se diriger au sud du Maroc, dans un site de fouilles archéologiques, où là on va faire la rencontre de lui, expert dans le domaine de l'archéologie donc, dont le maquillage à base de prothèses faites en terre glaise servant à nous duper sur la véritable identité de l'acteur qui se cache derrière, surtout avec une prothèse de pif qui ferait carrément rougir même la tronche en forme de croix sans lune du professeur Calice dans Tintin. Non mais regardez-moi ça comme c'est réussi quoi. Avec une prothèse nasale pareille, alors Pinocchio il a qu'à bien se tenir, hein. Vu comme elle est plutôt bien longue et bien grosse, hein. Je parle de la prothèse, hein. Vous avez vraiment l'esprit mal placé. Du coup, bah tiens, vous savez quoi? On va l'appeler le professeur Pinocchio. En plus, ça colle super bien parce que il dit autant de conneries, justement. Bref, là, il est interpellé par elle, donc qu'on va appeler Kenza Farah, hein, et qui lui annonce avoir fait une incroyable découverte dans une grotte du site. J'ai fait une découverte à l'entrée de la grotte. Wunderbar. On a déblayé l'entrée et découvert des gravures anciennes sur les parois. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? On est pressé. Suspense. Donc ça commence à évoquer des écrits concordants avec les théories de Platon. Alors on va garder ça un petit peu dans un coin de notre tête, parce que je sens que on va devoir y revenir rapidement. Non, parce que bon, si tu commences dès les premières minutes de ton film à balancer des trucs qui suggèrent des spéculations complexes autour de recherches archéologiques et d'évocations de Platon, alors que t'as démarré ton truc sur un générique au doux son parasite de soprano, il y a quand même de fortes chances que ça tienne autant debout sur ces guibolles qu'un cul de jade, quoi. Nous pourrions fort bien avoir affaire avec la civilisation décrite par Platon. Pardon, t'as dit quoi? Eh oui, de la formulation française bien connue, avoir affaire avec, hein, à mettre aux côtés d'autres pépites de la langue du genre telles que comme même, hein, ou il faut que je fais. Et dites-vous que là, on est censé pourtant avoir affaire à un homme cultivé. Et ils sont pas bien nombreux dans le film, hein, donc vous imaginez les autres. Donc nos deux personnages accèdent pour leur découverte à une grotte dont la lumière naturelle est faite grâce à un trou à la surface, hein, mais un trou genre gros quoi, hein, bien 20 mètres de diamètre. Hein. Donc retenez bien ça aussi parce qu'on va y revenir. Là, ils descendent le chemin qui leur permet d'accéder à la découverte. Et alors là, c'est fabuleux parce que ça va un peu papoter. C'est les recherches de Michael Hubler qui vous ont permis de développer le logiciel informatique de 51 paramètres de géolocalisation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, là, la meuf, en fait, elle lit un texte, comme si elle faisait de l'affluence. Donc tu sais, quand faut lire le plus vite possible, quoi. Et elle est même tellement essoufflée de devoir débiter autant de mots de manière si peu naturelle que elle doit carrément reprendre sa respiration, quoi. Sur la base des traits caractéristiques de la cité perdue énumérée par Platon. Non mais qui parle comme ça, sérieux? Et alors, v'là les conneries qu'elle dit, hein. Ah non mais attends, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a bossé sur les dialogues en plus. C'est fou, non? Et donc? Et nous voilà ici à découvrir l'Atlantide. Ah mais c'est sûr, c'est l'Atlantide. Ah, nous y voilà, l'Atlantide. Donc j'avais dit qu'on risquait d'y revenir. Bah oui. Parce que bon, parler de mythes et de théories historiques quand ton scénariste c'est le mec à qui on doit... Ah non, c'est pas un bug, hein, ni une erreur de montage, hein, je suis vraiment en train de vous montrer son CV, quoi. Donc, l'Atlantide! Non mais on est où, là? Sérieux? Et alors, vous vous rappelez quand ils évoquaient le fait que ça concordait avec les écrits de Platon? Vous savez, celui qui estimait que l'Atlantide se trouverait justement à l'ouest du détroit de Gibraltar. Vous savez, le truc qui se trouve vraiment au niveau de la partie nord du Maroc, hein? Sauf que là, leur site archéologique, il est au sud du pays. Le film l'a même indiqué, justement, en légende, en dessous de l'image. Donc dire que ça concorde avec les propos de Platon, enfin, vous voyez, je vous avais dit que ça tiendra pas longtemps. Bref, une fois au fond de la grotte... Regardez, professeur Herman, ce sont les inscriptions magiques que j'ai découvertes. Ah bon?
les inscriptions magiques. Donc vous voyez, même le mec en charge du script, il ajoute des mots comme ça à l'arrache pour faire style, même si ça a aucun putain de sens. Et puis alors vous avez vu le truc? Non mais sans déconner, on dirait, vous savez, les petites formes en carton qu'on peut acheter à Cultura, et puis qu'après on peut peindre. Et donc là, comme si en fait elles avaient été peintes en doré et qu'elles avaient été collées sur la roche. Je suis sûr d'ailleurs qu'ils ont dû se dépêcher de faire la prise de peur que la colle elle prenne pas assez et qu'il y a un des symboles qui finissent par se casser la gueule quoi. Bah déjà quand tu vois que les symboles eux-mêmes sont pas alignés, du putain de travail de gougnafier. Qui désire le miel va supporter la piqûre des abeilles. Ok, donc en gros le texte sacré c'est l'équivalent d'un proverbe bouddhiste, hein. Maintenant bon on attend de savoir ce que ça annonce, si toutefois il nous l'annonce. Je n'ai pas la force de descendre dans la grotte, je vais t'attendre ici. Du coup Kenza elle y va toute seule et là... Enfin! Non mais c'est quand même fou. Le truc qu'elle cherche il était juste au bord, hein, comme si quelqu'un avait fait tomber un billet de 5 dirhams par terre. Y a qu'à se baisser pour le ramasser, du coup bah elle est toute contente. Là on quitte la scène pour nous emmener à la DGSN avec une équipe d'hommes en tenue de terrain surarmée qui se dirige vers le bâtiment en convoyant ce qui semble être un vilain prisonnier encapuchonné, hein. Et là on découvre que la DGSN en fait c'est la Batcave quoi. Non mais votre scanner rétinien du futur là, vous nous prenez vraiment pour des cons, hein. Et donc une fois confirmation de l'identité d'un des membres des forces de l'ordre, l'accès est libre et donne droit de découvrir des pièces post-modernes épurées du plus mauvais goût, hein, avec notamment des portes coulissantes, t'as l'impression d'être dans Star Trek quoi. Manquerait plus qu'ils puissent se téléporter quoi. Là, le prisonnier, il est mis à la disposition de 2 agents et le décagoulage nous permet enfin de découvrir l'identité du mystérieux prisonnier. Et là, coup de massue, notre héros s'avère donc être interprété par rien de moins que l'artiste. Eh oui, donc pseudo-rappeur en mode autotune qui s'est dit que comme il a pas assez foutu la merde, rien qu'en salissant le domaine de la musique, ce serait bien de faire pareil désormais avec des films, hein. Donc l'artiste c'est ça. Y'a des hommes à terre sur ton chemin, tu les ignores, attends-toi t'es sans gêne. Ou encore ça. Ah oui, il y a ça aussi. Je suis avec ma go enfouraillé au cas où faudrait simplifier quand tu pilotes un prototype. Bref, c'est l'enfer. Et alors moi ce genre de guignol ça me fait d'autant plus marrer que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est quand même un compte de te baptiser l'artiste alors que l'artistique est aux abonnés absents dans tout ce que tu touches quoi. Enfin je dis ça mais derrière je vais devoir quand même supporter les coms de certains qui vont me dire ouais mais il a 1000 fois plus de notoriété que toi donc t'as pas le droit de dire qu'il a pas de talent. Voilà, comme si de nos jours le succès était systématiquement lié au talent, hein. Ou encore que on va me dire que du coup ouais ta critique elle est nulle parce que je suis pas d'accord, parce que moi j'ai aimé vu que mon père il est d'origine marocaine et... Ouais non allons, hein, un peu de sérieux s'il vous plaît. Non mais le pire c'est que je mens pas. J'ai vraiment eu ce genre d'énergumène dans les commentaires de ma critique. Bref, donc faisons les présentations. Appelez-moi Hakim. Non mais le mieux je crois que c'est qu'on t'appelle pas, tout court, hein. Et là on apprend quoi? Eh bien que c'est un hacker de renommée internationale, carrément. Et donc, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à ce petit bonhomme? Eh bien d'avoir créé un truc qui permet de pirater de nombreuses sociétés du pays. Oui mais bon. Moi, tout ce que j'ai fait, toutes les actions que j'ai menées, c'est uniquement pour venir en aide aux plus démunis. Ah, donc c'est excusable, j'imagine. Donc bien. Non, pas bien. Ça reste un crime. Bah oui. Et donc, notre cher Hakim apprend qu'il est entre les mains de la DGSN au Maroc et que, oulala, ça rigole pas ici, hein. Mais bon, on tente d'être un tant soit peu hospitalier. Désirez-vous boire quelque chose ou manger? Bah, vu qu'on est au bled, je veux bien un petit couscous. Non mais la blague. Enfin, je sais pas, mais ça aurait été un film français qui se passe au Maroc et qui aurait fait cette blague à 2 balles, ça aurait manifesté comme au 10 septembre en dénonçant une dérive facho. Sérieux. Non mais par exemple, est-ce que nous en France, on fait des films contemporains en montrant des citoyens avec un béret sur la tête et des bretelles et un débardeur en train de se balader avec une baguette sous le bras quoi? Non mais là ça va, puisque bon c'est un film marocain, hein, bon qui s'auto-caricature, mais bon. Bref, et donc qu'en est-il de la suite de cette situation? Eh bien on n'en sait rien puisque la séquence est coupée pour revenir à nos Indiana Jones du dimanche, hein.
Ah bah vous allez voir que le montage dans ce film c'est un carnage. Et donc Kenza revient auprès du professeur Pinocchio avec sa trouvaille. Et alors là accrochez-vous parce que c'est gratiné. Waouh! C'est l'astrolabe d'Al-Sharatan. Ok, donc un astrolabe, donc vous savez ce que c'est, hein, c'est en gros un appareil qui permet de définir la position des astres et définir le temps. Donc un appareil autrefois conçu par des astronomes. Sauf que bah non, là on a décidé que c'était un objet magique. Et alors là on va te débiter un amas de conneries sur l'astronomie et la mythologie. Donc on mélange tout dans un shaker très fort, hein, et on balance tout, mais alors sur tes godasses en imaginant que ça sera pertinent quoi. En même temps, quand on sait à qui s'adresse le film, hein. Bref, et donc les explications à tout ça, c'est... Une sorte de clé de voûte astrale qui maintenait l'équilibre des éléments sous l'influence d'Al-Sharatan. Mais encore... Entre de mauvaises mains, et une fois actionné au moment de l'équinoxe, l'astrolabe basculera sous l'influence de Mésartime. C'est cela, oui. Et qui donnait le pouvoir absolu et la vie éternelle à celui ou celle qui serait en possession de cet astrolabe. Ouais bon, on cause toujours. Bon, d'autant que la meuf, elle déballe son truc, toujours sans la moindre tentative de traduire un soupçon de naturel, hein, dans une surexposition verbale, mais sans queue ni tête. Bref, comme le montage est un chaos ambulant, on retourne voir Hakim et ses deux copines, qui en gros vont se lancer dans un énième discours surexplicatif à grand renfort de termes informatiques comme des virus, des malwares, des bots informatiques, mais alors qu'ils balancent sans en comprendre la logique, hein, voilà, déjà qu'il n'y en a pas trop. Le tout via un système holographique qui te montre des images de virus biologiques, mais je te jure, c'est n'importe quoi. Donc un système à la limite du concept de Minority Report, quoi, comme si on pouvait se payer ça à la DGSN, tu sais. Surtout quand en plus il est question d'avoir un tel système, mais qu'on manipule pas sur une plaque de verre, mais sur un mur de béton, hein. Je sais. Mais donc en gros, beaucoup de blabla sur 3 minutes pour te dire simplement que en gros, le virus que Hakim il a créé, bah il y a un groupe qui en a exploité le concept pour en faire un autre qui pourrait carrément déstabiliser le pays et même le monde. Eh oui, oulala, tout ça, hein. Alors je ne doute pas un instant que ça semblera crédible pour des spectateurs avec un QI en dessous de 65, hein, qui doivent déjà être fans de l'artiste. Mais bon, t'auras beau balancer des propos pseudo-intello, si c'est globalement alambiqué parce que t'écris ton histoire comme un gosse de 10 ans, pour les gens normaux, c'est juste un prétexte à la rigolade jaune, j'ai envie de dire. Donc le choix s'impose à notre héros. Soit tu coopères avec nous, en acceptant de devenir notre White Hat, pour débusquer les méchants pas beaux qui veulent plonger le monde dans un chaos financier, soit je te livre au FBI. Du coup... Je peux vous répondre dans quelques jours. Pour voir les avantages sociaux, le salaire, tout ça. Non ? Ah oui, parce que c'est logique, hein, quand on t'impose un choix crucial pour ta vie et que t'es face à deux personnes qui sont pas familières avec l'humour, faire une petite blagounette, hein, bah oui, mais paraît que ça rend le personnage cool. Ouais, sauf qu'en fait, non, c'est juste ridicule, quoi. D'autant qu'à la prod du film, ils en étaient fort probablement persuadés que ce serait bien de faire cette blague, hein. Bref, donc, il accepte le deal. Ah oui, alors, j'allais quand même oublier, mais dans ce contexte, effectivement, il y a elle, hein, quand même, qui se présente. En tant qu'analyste à la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes de l'Information, notre rôle est de veiller sur les secteurs sensibles et stratégiques du pays. Ouais, non, mais arrête-toi là, s'il te plaît. Zotob, un cycle des variantes, Airbot et Mitob. J'ai dit stop. Outre le pouvoir d'éteindre les PC, ces virus les infectent avec un malware qui permet aux criminels de prendre le contrôle total de la machine via Internet. Oh, tu saoules à la fin, quoi. Donc la meuf, t'as l'impression qu'elle essaie de concurrencer Kenza Farah dans un concours de récitation. Elle se présentera donc comme celle avec qui Hakim va devoir travailler dans cette mission. Alors, elle, on va l'appeler Fiona, tiens, hein. Bon alors accessoirement, parce qu'on lui impose un choix à ce cher Hakim, mais qu'est-ce qu'il y gagne en retour ? Eh ben on n'en sait rien, et visiblement le scénariste n'a pas pensé à prendre en compte ce genre d'éléments importants, hein, notamment quand il est question de négociation, mais bref. Là on retourne chez les archéologues, donc à peu près 2 secondes après donc, le moment où on les avait quittés,
Donc on se demande finalement bien pourquoi on avait coupé la scène, hein. Sachant que en surface, donc il y a un groupe armé visiblement pas sympathique du tout qui se pointe avec comme chef lui, hein, qu'on va baptiser Jean-Michel Crête de Poule. Non, j'ai dit Crête de Poule, pas Crotte de Poule. Interprété par Doudou Masta, coiffé d'une magnifique moumoute rouge et au style vestimentaire hyper imposant, hein. Donc Jean-Mich qui vient à la rencontre des archéologues pour piquer leurs trouvailles. Et alors lui, c'est peut-être le seul du film qui balance son texte de manière naturelle. Limite, t'as l'impression qu'en fait, il est en pleine battle d'improvisation rap. Tuer comme ça une aussi jolie sexy Indiana Jones au féminin, c'est dégueulasse. Et donc, le monsieur conviant nos archéologues de s'installer bien confortablement dans la grotte parce que il compte bien les laisser sur place avant de... Voilà, donc pas de bol pour Kenza et le professeur Pinocchio qui vont devoir finir leur jour à manger des cailloux, hein. Et puis bah alors s'ils envisageaient potentiellement de repeupler la grotte, c'est un petit peu moche pour Kenza parce que visiblement elle n'est pas tombée sur le meilleur cheval. Ah oui, alors vous avez vu, donc les méchants ont effectivement scellé les sorties de la grotte à coups d'explosion. Des explosions toutes pourries, hein. Mais quand tu regardes la taille des trous par rapport aux bagnoles, on est loin du puits de lumière de 20 mètres de diamètre quand même, hein. Ou alors on nous l'avait pas dit, mais les 4x4 ils font 20 mètres de long, hein. Toujours est-il que là, on peut déjà faire un constat sur la construction de ce début de film, qui a passé quand même son temps à nous faire alterner continuellement entre les scènes de la grotte et celles de la DGSN, alors qu'on aurait pu faire toutes les scènes de la grotte d'un seul coup et celles de la DGSN tout pareil. Et limite, ça nous aurait évité de subir un découpage et un remontage complètement aux fraises, quoi. Bref, donc plus tard, on part du côté de Casablanca pour faire la connaissance de Sami Nasseri, hein, donc qui joue ici un milliardaire gérant d'une grande société bancaire. Et là, on assiste à un briefing de son commissaire aux comptes qui lui explique que les matières premières sur lesquelles il investit, elles ont subi un gros coup financier, notamment à cause du Covid, mais... Des ratios. Monsieur Ashraf, la séance est levée. Oui, il s'en fout. Le mec, c'est son métier, l'oseille, hein. Et là, en l'occurrence, on lui dit qu'il en perd, mais il s'en bat les cacahuètes, c'est fabuleux. Là, il s'apprête à accueillir Fiona et Hakim, qui viennent donc enquêter sur les divers organismes touchés par l'attaque cyber, hein, dont celui de Sami. Sachez que je suis à l'écoute des autorités, et j'estime qu'il est de mon devoir de collaborer au mieux avec eux quand je le peux. Mais quelle sucette, ce mec. Et puis bon, sous son zozotement à la Isabelle Mergo, tu crois pas un mot de sa sincérité, hein. Donc il les mène à son responsable de la sécurité informatique, et alors là c'est fabuleux. Pour que les serveurs me donnent l'autorisation d'accès, j'aurai besoin de la clé privée s'il te plaît. D'accord, je te prépare la clé publique. Alors déjà c'est cool, hein. On se connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais vas-y on va se tutoyer. Mais surtout, réécoutez-moi ça. J'aurai besoin de la clé privée s'il te plaît. D'accord, je te prépare la clé publique. L'autre il lui demande la clé privée. Ah ouais, ok, d'accord, je te prépare la clé publique. Mais, enfin, je sais pas, mais il y a eu un changement de responsable du script pile pendant l'écriture de cette scène ou bien? Là, on retrouve Jean-Michel Crête de Poule, qui, en tant que gérant d'un restaurant de sushi, se met carrément à passer une avoinée à ses cuisiniers japonais, c'est génial, hein. Bande de cafards! Là aussi, on y croit, hein, à cette crédibilité de la scène, hein, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la visite de Sami. Et oui, donc pour ceux qui jusque-là avaient encore des doutes quant au fait que Sami soit pas quelqu'un de très très net, hein, maintenant vous sachez. Et pour cause, l'Astrolabe était finalement destiné à Sami. Et oui, donc... Attika, rapporte-moi le présent. Alors la meuf qui se pointe comme si elle était une femme fatale à la solde d'un méchant dans un mauvais James Bond, tu sais. Enfin bref, Sami est satisfait, cependant... Sinon j'ai reçu la visite de 2 enquêteurs de la DGSN. Bah oui, ça le chiffonne, parce qu'en vrai, on apprend que Sami, c'est lui le commanditaire de l'attaque cyber de sa propre boîte. Jamais ils ne te soupçonneront. Mais justement pour sauver les apparences, il faudrait que tu t'occupes de 2 personnes. Ah bon, mais il vient de te dire que tu pourrais pas te faire pincer. Alors en quoi buter des agents de la DGSN va sauver les apparences, quoi? Au contraire, ça va encore plus éveiller les soupçons sur toi. Putain que c'est con. Du coup, il leur montre les cibles sur son téléphone et... Ben ouais, putain! C'est l'un des meilleurs hackers au monde! Mais retournons voir Fiona et Hakim qui ont fait leur enquête soudain. C'est bon, je l'ai fait de ma... Ah bah ça c'est ballot, mais plus surprenant...
a des pouvoirs, hein, dont celui de provoquer des ondes de choc et de s'envoler. Hein. Bon, évidemment, avec 2 millions de dollars de budget, dont la moitié a probablement fini dans les narines de Samina Seri et l'artiste, bah voilà, on peut pas faire de miracle hein, dans la forme. Hein. Et effectivement, bah, c'est le cas, c'est moche. Bref, il atterrit 2 rues plus loin, ce qui n'aide pas à retrouver effectivement le voleur, mais par chance, le scélérat, qui avait toute tranquillité de pouvoir s'échapper avec son butin, et bah finalement, bah, pour arranger le scénario, il a préféré abandonner le sac, hein, par terre. Non mais c'est pas génial? Non, c'est tellement con en fait. Hakim, il est mort. Je suis désolée, ça va? Donc oui, Fiona, hein, qui limite un jour plus tôt, elle le prenait carrément de haut, bah là limite elle lui saute à la tronche, genre j'ai eu tellement peur, je t'aime trop. Mais par contre Fiona qui n'interpellera pas son collègue sur le fait que elle l'a vu jouer à Superman, hein. Bon après tout c'est tellement commun, hein. Mais attendez, c'est pas le pire. Bref, après cette séquence ô combien pestaculaire, hein, Hakim va voir sa mère à la débauche. Bref, ça papote de tout et de rien, et puis... Tiens, Hakim vient de se rappeler quand même d'un truc. C'est juste que, au moment de l'accident, il s'est passé un truc bizarre. C'est comme si je m'étais téléporté, comme si je m'étais envolé. Attends, tu veux dire que t'étais pas au courant que t'avais des pouvoirs? Mais quand ça t'est arrivé, ça t'a pas plus surpris que ça? Mais on se fout de qui, là, sérieux? Bref. Je crois qu'il va falloir que je me libère du secret. Ouh là là, mais quel est ce secret? Eh bien, suspense, car oui, pour l'instant, vous n'en saurez rien. À voir si la suite nous évoquera donc tout ça. Et là... Garde-toi, me renforce, ton amour est mon licorne. Oh la belle musique. Au fait, je vous avais dit que c'était un film de super-héros. Non, parce qu'effectivement, la musique prête à confusion. Donc, Hakim part en vadrouille pour se rendre dans l'arrière-pays. Vous savez, celui où on vit avec des chèvres, hein, et arrive à sa destination, donc un petit village fortifié isolé au cœur des montagnes, qui semble totalement inhabité, alors du moins en apparence, quand soudain... Désolé, je ne suis pas à ma place ici. Je dois rentrer. Donc un mec qui se la joue Obi-Wan Kenobi, hein. Il est inutile de contrôler nos cartes d'identité. Mais heureusement, le chef des lieux rompt l'instant de sorcellerie. Bienvenue à la confrérie. Viens avec moi, mon fils. Donc ce chef, bah, on va l'appeler Maître Miyagi, hein, voilà. Et donc il se met à accueillir ainsi Hakim et va le mener à un groupe d'apprentis en pleine séance d'entraînement de combat dirigé par lui, hein, qu'on va appeler Guignol, hein. Donc un gars qui se prend pour un daron alors que en fait il n'est pas pris au sérieux pour un sou, hein. Mais bon, s'il y a bien un truc qu'on peut au moins respecter dans ce film, c'est que lui, effectivement, ce rôle de bouffon, il est vraiment intentionnel de la part de la production, par rapport à tout le reste. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah avec des mouvements de combat pareils, t'es sûr du résultat lors d'un combat, hein. Bon, un résultat qui te mène directement aux urgences, hein. Il va rejoindre notre confrérie dès aujourd'hui et tenter de suivre les pas de nos maîtres sur le chemin de la bienveillance. Non mais sérieux, qui parle comme ça, quoi? Direct le mec il singe grand corps malade, quoi. Et encore que, vous êtes pas prêts pour la suite, il nous en promet des belles, hein. Bref, Guignol le guide vers sa nouvelle chambre. Tu crois que LG, tu fais partie de la confrérie? Ça demande un travail considérable, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Ah oui, un travail considérable, hein. Donc on a hâte de découvrir ça. Donc Guignol qui lui explique que pour sa formation, il doit se couper du monde, donc il lui confisque son téléphone et le reste, mais... Je fais comment si j'ai un appel urgent? Tu me donnes 10 dirhams, et moi je compose le numéro pour toi, et après t'appelles. Bah oui, c'est un peu comme le coup du couscous, hein. Voilà, pourquoi faire en sorte de montrer autre chose que les éternels poncifs, comme ici le fait que, bon, on aime bien entuber les gens dans ce pays. Et donc là, après qu'on ait filé à Hakim son uniforme d'apprenti, qui a probablement été fait dans des tapis à mazig achetés au souk du coin, hein, histoire de faire tourner les commerces locaux, il est temps de débuter sa formation, donc au cœur des montagnes enneigées, hein. Donc vous savez, ces mêmes montagnes enneigées qui ne figuraient pas dans le panorama précédent, c'est génial, hein. Vraiment le film mélange tout. Non, parce que à titre d'info, et le film le stipule, le village il se situe à Tizurgan, donc dans l'anti-Atlas, alors que quand on est en train de te montrer les montagnes, c'est le mont Toubkal, qui se trouve à peu près à 400 bornes, quoi. Bah ça fait un petit peu long la marche à pied pour aller prendre ta première leçon devant de beaux paysages, non? Bref, c'est complètement stupide, quoi. Enfin, je sais pas, mais les mecs en charge de ce film, ils connaissent même pas leur propre pays.
C'est comme si toi en France, tu mettais tes personnages face au Mont Blanc et que tu l'écris en plus à l'écran, alors que le film il est censé se passer dans les Vosges, quoi. J'entends le désarroi qui le tient. Et toutes les questions que tu te poses. Ah mais je vous avais dit qu'il promettait des grands moments verbaux, lui. Et puis alors, bon, il parle comme ça, comme dans une telenovela. C'est ce qui s'appelle vraiment prendre son rôle très à cœur, hein. Peut-être trop. Bref, Maître Miyagi s'apprête donc enfin à révéler le secret que l'on attend sur Hakim, hein. Et alors là, accrochez-vous, parce qu'on va y avoir droit, mais avec de jolies images animées en 3D, donc qui nous explique un petit peu la continuité de ce que Professeur Pinocchio a pas été foutu de nous expliquer très clairement au début du film. Donc en gros, Atlas gouvernait l'Atlantide, mais donc il possédait l'Astrolabe, sauf que évidemment l'Astrolabe magique, hein, je reprécise, parce que ça déconne pas ici, hein. Donc objet qui permettait d'établir un équilibre entre le bien et le mal, sauf que son frangin voulait lui chouraver, parce que c'est un gros rabouin. En même temps, l'Astrolabe, il est en ferraille. Les rabouins, ils aiment beaucoup la ferraille, hein. Le but étant de l'activer lors de l'équinoxe pour gouverner le monde, hein. Et à un moment, effectivement, bon, le frangin a mis la main dessus, l'a activé, et ça détruit l'Atlantide. C'est Nawak que je vous jure. Et donc... Hakim, tout comme Atlas, tu es l'élu. Ouh là là, vous imaginez l'artiste interprétant le gardien de l'équilibre de la planète. Oui, l'artiste, celui qui chante ça. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Allez, on y croit là, un petit effort. Mais surtout... Tes vrais parents le savaient. Mes vrais parents? Car oui, en gros, ses vrais parents défendaient l'Astrolabe, et notamment face à un scientifique qui avait à cœur de percer le secret et qui a fini par les buter. Donc, en gros, la fausse mère qui devait rompre un petit peu le secret, mais qu'on n'a pas su de quoi il en était question, en fait, elle a rien dit au final. Donc en gros, le but de Hakim, c'est de mettre la main sur l'Astrolabe avant l'équinoxe, qui aura lieu dans seulement quelques jours. C'est quand même un sacré hasard, hein. Mais alors si je comprends bien, la confrérie, là, ils savent qu'il y a un danger qui menace le monde à cause du bidule d'Atlas, mais ils s'en sont jamais souciés. En fait, ils ont attendu sagement que l'autre, il se pose des questions sur ses pouvoirs qui sont tombés comme un cheveu dans la soupe, pour les rejoindre. Enfin, vachement soucieux du sort du monde quand même, les gars, non ? Et ce sont apparemment des sages, eh oui. Bon, là, on se retéléporte à la Casbah, parce que, bon, 400 bornes, c'est vite fait, hein, quand on est dans un film de merde. Et donc, il va assister à son premier training de combat, et... Le vent est ta force. Apprends à contrôler les mouvements de l'air. Ah bon? Mais, attendez, je comprends pas. Si c'est l'héritier d'Atlas, c'est quoi le rapport entre Atlas et le vent, ou l'air? Réponse. Rien. Effectivement, il n'y en a pas. Et donc, comme la première fois que sont apparus ces pouvoirs, donc un peu comme s'annonce une envie de chier, quoi. Du coup, comme il doit apprendre à se battre, Maître Miyagi se dit que le mieux, ce serait carrément de le confronter à son meilleur disciple, hein, dans une séquence qui repompe littéralement Matrix. Sauf que Matrix, ça date de 1999, et pourtant, encore aujourd'hui, c'est mieux fait que là, quoi. Bref, sans surprise, il se prend une dérouillée, vu qu'on le fait se battre sans préalablement lui avoir appris la moindre prise. Et aussi parce que, il est nul, hein, et donc il décide de faire avec les moyens du bord. Tout ça pour faire son coup spécial, attention. Quel gros dégueulasse. Mais se croûte à l'issue parce que il sait pas atterrir. Ah bon, pourtant, il avait l'air de super bien maîtriser le truc, le jour où en fait il a découvert ses pouvoirs. Il n'est pas prêt. Ah bon, mais parce que t'espérais vraiment qu'il le soit après qu'il fasse le seul cours où il se prenait des targettes par ton poulain numéro 1? Sacré Maître Miyagi, va. Bref, là, il fait des longs discours sur le fait d'écouter la voix de son cœur pour agir uniquement dans la bienveillance. Seul ce chemin te permettra d'acquérir la force nécessaire, Hakim, et te mesurer au grand péril que tu vas devoir affronter. Eh ouais, mais quel péril?
Non, parce que bon, vous-même à la confrérie, vous êtes littéralement coupé du monde. Qu'est-ce qui vous apporterait la moindre piste que l'objet serait voué à finir entre de mauvaises mains? Enfin, vraiment, c'est écrit avec le terge, ce truc. J'aimerais que tu portes une armure. Une armure? Et alors là, quand on apprend en quoi c'est fait, justement, donc un costume en cuivre et en peau de mouton, hein, too much dans les poncifs, ce film. Hein. Et sinon, vous prévoyez aussi peut-être du maquillage à base de ras à la noute, non? Bref, pendant ce temps, en ville et plus particulièrement à la Banque Centrale, une attaque a lieu par des mecs couverts de masques d'Halloween achetés à Jiffy, hein, pour notamment y implanter le fameux virus informatique voué à foutre la merdouille. Tout ça pour que Jean-Mich puisse ensuite prendre d'assaut une banque en mode de comédie musicale du ghetto. Lève-toi et bosse, je suis sur un terrain vierge et j'arrive comme la nuit de noces. J'ai stoppé la bagarre. Je vous jure, le facepalm quand j'ai découvert ce moment. Oh, mais enfin, et regardez la suite. Je vais devenir milliardaire avant que vienne mon heure. Pour pouvoir dire que l'argent n'achète pas le bonheur. Ouais. L'apologie de la culture du vide et du wesh. Le tout dans un accoutrement qui ferait fureur à la Gay Pride. Y a pas comme un truc qui colle pas dans votre... Mais à un autre endroit, donc un endroit secret, hein, donc dans un labo clandestin, c'est Samy qui décide de se faire un petit implant mammaire. Alors bon, pas celui qu'on croit, hein. Non, lui il se fait découper un nichon pour se faire greffer l'astrolabe à la place. Ce qui lui conférera des pouvoirs incroyables, comme ceux d'Atlas, hein, ou encore de pouvoir encaisser davantage la chenouf. Mais par contre, non, sans zozotement, je suis désolé, on peut rien. Bref, le lendemain, on s'est retapé 400 bornes pour aller dans les montagnes. Et alors, regardez-moi ce costume. Hein. Ah non, pardon, c'est une armure. Enfin, désolé, mais ça n'empêche pas que ça reste dégueulasse. Enfin, voilà. Le truc, il est tellement grand, il plisse de partout, on dirait une peau de Sharpay. Bon, en même temps, c'est l'artiste qui porte le truc, hein. Voilà, on peut pas faire de miracle. Et alors, de près, pardon, mais va falloir m'expliquer en quoi ton truc c'est de la peau de mouton, quoi. Dans tes gènes et ton ADN, tu disposes de la force de l'air en mouvement. D'où le nom Atoman, j'imagine, hein, l'atome du vent. Ouais, je sais, c'est dur. Bref, il est temps pour notre Atoman de prendre son envol, et alors attention, accrochez-vous bien, hein. Ah non mais vraiment l'enfer, le montage de la scène, mais alors je vous la repasse parce que là c'est du grand art dans le domaine de la négligence tout de même. Mais au fait, non parce que bon c'est vrai que le scénariste les avait un petit peu mis de côté, hein, ils avaient même littéralement oublié, mais qu'est-ce qui se passe à la DGSN? Bah effectivement ils sont pas très contents parce que le virus a quand même été utilisé, que des banques ont morflé, et en musique en plus, et que, bah, en ce qui concerne Hakim... Ça fait plusieurs jours que j'essaye de le joindre, mais sans succès. Ah bon, mais pourtant Guignol la veille, il a quand même dit à Hakim qu'il lui avait redonné son téléphone. Si, regardez. Je t'ai déposé ton téléphone et ton ordinateur sur ta table de chevet. Donc en gros le mec, il sait qu'il a une mission d'ordre national, voire même au-delà. Il a des messages de sa collègue qui devait sûrement expliquer que ça pue du coude, sûrement par cinquantaine en plus. Mais il a jamais répondu parce que tu comprends, ça peut bien attendre demain. Hein. Du coup, comme Hakim a fini sa formation, oui, le mec il a appris à voler, alors que bon, ça il savait déjà le faire. Par contre, il sait toujours pas se battre, ni se servir de ses autres pouvoirs, mais visiblement on s'en fout. Hein. Ah ben on lui avait dit quoi déjà? Ah oui, que sa formation serait intense et éprouvante. 2 jours dans les montagnes, une baston pas en sa faveur, un envol et c'est plié. Mais bon, il paraît que... La montagne, ça vous gagne. Donc ça suffit, hein. Du coup, on reprend contact avec Fiona et bah, face à la situation, il explique que il a fait ses petites recherches toute la nuit de son côté pour retrouver la trace des hackers de la Banque Centrale. Hein. Ok, d'accord, mais t'as fait comment? Non, parce que bon, la philosophie de la confrérie au sein du village, bon, c'est limite s'ils ont pas l'eau courante, tu vois. Donc tu penses bien que Internet... Mais le mec, il aurait quand même pu faire son taf sans réseau. Ta gueule, c'est magique. Manque de bol, comme il leur a fait faux bon pendant 2 jours, bah la patronne de la DGSN, elle est pas super contente, hein. Et du coup, Hakim, il est carrément recherché par Interpol. Il est temps pour toi de prendre ton envol et de laisser ta destinée guider ton chemin. Mais Maître Miyagi, il a une surprise. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise, hein? Je voudrais que tu sois pourvu d'un fidèle allié. Ouais. Tard. Mais quel gros bâtard quand même.
Ouais. En gros, le gars, c'est on n'en peut plus de Guignol, donc on te le refile, quoi. Bah, d'un côté, je le comprends, hein, c'est hyper malin de sa part. Mais sauf que c'est pas sympa pour nous, parce que ça veut dire que nous, en tant que spectateurs, va falloir qu'on l'encaisse encore un peu plus, l'animal, quoi. Et il est lourd, mais lourd. Donc, les voilà partis pour tenter de sauver le monde avant l'équinoxe, hein, face à une menace qu'ils savent même pas si elle existe. Enfin, nous, si, on sait, mais pas eux. Donc Hakim, hein, à toi de jouer, hein. Non, parce que bon, les autres de la confrérie, avec leur pouvoir de Jedi, bah non, eux, ils sont trop occupés à essayer de se tourner les pouces autant de fois que possible, hein. Ah bah chacun sa merde, hein, j'ai envie de dire. Mais la situation est déjà bien assez pourrie comme ça, et notamment la chef de la DGSN, elle est un petit peu obligée de donner une conférence de presse pour tenter d'expliquer tout ça, hein, jusqu'à ce qu'on commence effectivement à lui poser des questions, comme dans toute conférence de presse. J'ai plus de commentaires à faire. Merci. Ah bon? Enfin, c'est sympa ça, mais le concept de conférence de presse, il implique pas à la base de devoir répondre aussi à des questions de la presse? Du coup, tout le monde se barre, mais Fiona aperçoit Hakim qui est déguisé, et donc elle s'isole pour lui parler, et là... Ils ont usurpé des adresses IP ukrainiennes dans la source d'un paquet IP. J'ai d'abord remonté le nom initial, j'ai cherché les VPN et les proxys. Oui. J'ai vu que c'était qu'un camouflage. Donc tu as isolé leur clé de chiffrement qui correspond à une adresse IP marocaine. Yeah. Ah oui, je suis tellement d'accord. Signal jusqu'aux Açores, reprendre comme SAT6, puis on repart sur SATCOM par transpondeur 822. En gros, encore une fois, des dialogues qui impliquent de balancer plein de trucs techniques à la con, mais qui comprennent pas eux-mêmes, hein. Mais bon, tant qu'ils y croient, c'est essentiel, j'ai envie de dire, hein. Du coup, bah oui, effectivement, il a trouvé la source du virus, et donc ils y vont ce soir. Et alors là, bon, ça se passe effectivement dans un club local. Tu fais le beau gosse. Oh, mais ta gueule, toi. Puis arrive Fiona. Oh, t'es tout en beauté. Je veux dire, ta robe est jolie. Oh, toi, tu veux pécho ce soir. Et la voiture, c'est un bolide. La meuf, c'est un agent de la DGSN tiré à 4 épingles, et son fameux bolide, c'est une série 3 des années 2000 qu'on a monté sur des gros pneus. Ah bah heureusement qu'il y a 2 millions de budget, hein. Sinon on finissait avec un truc, je sais pas moi, avec une... 454 Peugeot ou une Lada. Bref, là ils entrent dans le club où les figurants sont des bouffons du genre JP Fanguin avec des costards trop petits, hein. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Là, ils commandent un verre d'eau du robinet. Non, mais le pire c'est que, ouais, vraiment, c'est ce qu'ils font, quoi. Et rapidement, pendant que Guignol monte sur la scène pour aller pourrir le spectacle des danseuses... Putain, mais jetez-le au feu, quoi, je sais pas. Hakim, lui, il part à la recherche de la source du virus. Manque de peau, le club, il appartient à qui? Eh ben, Jean-Michel Crête de Poule, donc qui les a repérés. Donc Hakim qui circule librement dans les couloirs d'un cabaret totalement vide, hein, c'est génial, et tombe devant une porte suspecte. Oui, ça, effectivement, il sait le faire, vu que... bah non, il l'a pas appris, effectivement. Et à l'intérieur, il y découvre une salle pleine de serveurs, mais... Impressionnant, n'est-ce pas? Avec ce que vous avez là, vous pouvez hacker la Bank of America si vous le voulez. Mais Jean-Mich, il comprend que Hakim, il est pas dans le camp du mal, donc il envisage bien de lui faire sa fête, en conviant notamment Graziella d'aller chercher Fiona et Guignol. Hein. Ok, patron. Et comme vous le dites si bien, que le spectacle commence. Oh, mais tais-toi, franchement, mais t'es ridicule. Là, tout le monde se dirige dans un sous-sol où des mecs se foutent sur la gueule. Hein. Mais Tuzi-Luzi! Non mais je sais pas, c'est quoi le but du contexte? Simuler un concours de combat clandestin? La gueule du truc, t'as 3 clampins qui se battent pour occuper l'image, ça ressemble à rien, quoi. Ah, et accessoirement, effectivement, il y a eux qui se sont pointés, hein. Donc des membres de la confrérie, et qui savaient évidemment où il fallait aller, hein, grâce à... enfin bref, ils savaient, même plus, ils sachaient. Du coup, Jean-Mich envisage lui-même de foutre une rouste à Hakim, et là... Car oui, Hakim sait désormais se battre parce que... bah non, il l'a pas appris ça non plus. Mais sauf que bah maintenant, voilà, si, il sait. C'est débile. Soudain... Du coup, Hakim gagne, ce qui énerve notre Jean-Mich, et...
encore obligé de repomper Matrix, mais en foireux, hein, c'est génial. Et Jean-Mich de devoir se rendre parce que Hakim, il est trop fort en fait. Hein. Mais comme les flics arrivent et que faut surtout pas qu'il se fasse choper, il se barre, pendant que Fiona garde un œil sur Jean-Mich avant que... que rien en fait, hein. Non, le mec il envisageait de les buter, il trempe dans des trucs pas du tout réglo, en plus de porter un flingue, il dispose du serveur qui a quand même servi à pirater les finances du pays en dessous de son nightclub, mais non, pourquoi l'arrêter ? On se croirait en France, quoi. Sauf que il va hélas avoir affaire à d'autres chats à fouetter, puisque Samy lui rend visite, qui visiblement est pas super content car... Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a donné des informations à la police sur notre business. Et c'est Jean-Mich qui est évidemment soupçonné, du coup il s'énerve. Et alors que Jean-Mich envisage de faire une tête au carré à Samy, Samy, lui, en retour, il le transforme en cristal, hein. Mais non, quand je dis cristal, je parle pas de la coke, même si bon, ça l'aurait bien arrangé pour sa consommation personnelle, hein, du cristal comme ça. Et finit ensuite par le réduire en poussière. Mais il manque pas quelqu'un ? T'entends quelque chose, toi ? Il est où, Chinois ? Allô, Chinois ? Oh là là, le supplice. Du coup, Samy a plus d'obstacles sur sa route. Quoique, l'autre pouf, là, qui se prend pour une panthère sous Xanax, elle lui explique que effectivement, il n'est pas tout seul à disposer de ce genre de pouvoir et dénonce Hakim. Hein. Maître. Ok. Maître. J'aime bien quand tu m'appelles maître. En vrai, la meuf, c'est une putain, quoi. Bref, le soir venu, Hakim invite Fiona à aller dîner à la Belle Étoile chez sa mère. Enfin, sa fausse mère. Oui, parce que bon, elle a été témoin de ses super pouvoirs, pour la deuxième fois, hein, je tiens quand même à le rappeler. Mais bon, ça semble pas l'avoir surprise plus que ça, vu que, bon, elle a quand même attendu 24 heures pour le lui demander. Ah elle ferait pas une très bonne Lois Lane, hein. D'ailleurs, je voulais te demander... Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Bref, il va donc lui expliquer ce qu'il en est de tout ce merdier et de sa destinée de super-héros. Et pour preuve, dès le lendemain, alors qu'un mec se balade en menaçant les passants avec un couteau en caoutchouc, hein, Vlatipa qui arrive à la rescousse, qui ? Atoman ! Et donc par ce geste héroïque d'une grande ampleur, qui aurait pu se régler avec juste une petite clé de bras par un mec avec un peu de notion d'arts martiaux, eh bien sa renommée est lancée. Quelle iconisation ! Atoman. Non mais si c'est ce genre d'acte qui te permet de devenir un putain de super-héros, viens chez nous en France, hein, tu vas jamais être au chômage. Hein. Ah non mais on aurait pu avoir quelque chose de bien plus pourri, hein, comme aider mamie à traverser la route, ou encore sauver un chat coincé dans un arbre. Non mais là c'est du high level quoi. Du coup, en tant que premier super-héros du monde, et avec une telle célébrité, ça lui donne le droit de passer au JT dans une séance, mais qui donne envie de se cacher sous le carrelage que t'as sous le canapé. Donc à peu de choses près, ça ressemblera au JT de France Télévisions avec Léa Salamé, et avec autant de crédibilité d'ailleurs. Évidemment avec des questions à la con et des réponses à la hauteur de celle-ci, comme ça. Un mot sur votre nom, Atoman, ça vient d'où ? Je suis Amazir, Ado ça veut dire le vent, Adoman voilà. Mais le film il s'appelle pas Adoman, il s'appelle Atoman. Toi-même dans la rue, t'as dit qu'il fallait t'appeler comme ça quoi. C'est quoi ce délire ? Et alors quand le présentateur lui demande comment il gère ses missions, mais laisse tomber quoi. Je peux pas trop en parler parce que ça reste quand même top secret comme mission. Mais alhamdoulilah, on vient d'en finir une très importante. L'enfer. Alors, bon, heureusement, pour couper court à ces grands moments de gênance, on peut quand même compter sur Guignol, hein, qui est tout aussi apte à les faire passer, mais par d'autres moments de gênance, voilà. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis le manager officiel de Atoman, si vous avez besoin de ces services. Mais donc, pourquoi avoir coupé court à l'interview ? Parce que, effectivement, Fiona est poursuivie par des méchants poursuiveurs. Hein. Et donc là, elle explique que, en fait, Jean-Mich qui faisait le gros balèze, en fait, c'est une poucave, hein, voilà. Lors de son audition, il nous a révélé des informations en échange d'une réduction de peine et d'une liberté sous caution. Donc réduction de peine et liberté sous caution, le mec il était dehors le lendemain matin. Hein. Ah non mais c'est très très rapide dans les films de merde. Hein. Du coup il a balancé à la DGSN que Samy était le cerveau du complot. Et ensuite oui on l'a libéré. Hein. Non parce que bon,
le fait que lui, il exécute les ordres comme par exemple un braquage de banque avec violence aggravée, des meurtres d'archéologues ou encore des tentatives d'en faire d'eux-mêmes sous les yeux d'une agent de la DGSN qui aurait fini justement dans la liste des Bacabés à la fin. Non, il n'y a pas de raison de te le garder sous clé. Hein. Citoyen modèle, comme ça, hein, on le remet dehors, voyons. C'est de la science-fiction ce truc, sérieux. Du coup, s'engage une course-poursuite avec le fameux bolide, qui se lance dans une succession de dérapages filmés au ralenti alors que ça roule à 50 km/h. Donc bah c'est mou. Et alors c'est tellement bien cadré que t'as envie de te taper une cuite au White Spirit. Bon, accessoirement, pour donner un peu d'énergie, au-delà de la musique de merde qui donne l'impression de regarder une scène de bagnole en mode sous-production EuropaCorp, on a ajouté des bruits de moteur en plus, hein. Mais Fiona, elle est trop forte et donc, bah, effectivement, elle sème ses emmerdeurs. Néanmoins, bon, sa chef lui préconise d'éviter de rentrer chez elle et d'aller carrément directement dans une de leurs planques, ce qu'elle fait. Madame Shakir, je suis en sécurité. Visiblement pas, hein, car oui, les méchants avaient connaissance de la planque grâce à... Bref, ils sachaient eux aussi. Ce qui fait que Fiona finit dans un sale état, enfin... Bon, elle a un bandage sur le bras et elle dort, hein, parce que bon, c'est bien connu que les dégâts d'une explosion suivie de flammes restent assez mineurs, hein. Mais sauf que cette nouvelle, Hakim, aka Atoman, bah, il est un peu triste, hein, parce que bah, il était un petit peu comme Jean-Claude Duss, hein, avec l'espoir de bientôt conclure. Donc là, la patronne de Fiona se pointe et explique que bah, ils sont à la recherche de Sammy, hein, parce que ils ont appris qu'il était mêlé à des histoires impliquant des pouvoirs magiques avec des intentions maléfiques, hein. Tout le monde parle de toi, Atoman. Comment? Bah oui, tiens, mais pourquoi vous l'appelez Atoman? C'est vrai, quoi, vous n'êtes pas censé le savoir. Bah oui, parce que bon, pas facile quand même de le reconnaître sans le sachoir quand il porte pas son costume, hein. Après tout, lui et Atoman, en fait, ils ont que la même tronche. Et puis le fait de le voir passer au JT, je vois pas comment ça aurait pu mettre le doute, hein. Sana m'a tout raconté. Donc merci Fiona de l'avoir dit à ta patronne, hein, parce que franchement, ça aurait été compliqué, hein. Manque de peau. Je dois y aller, je dois partir. Ah, tu vas où? L'équinoxe? Car oui, c'est la fameuse date de l'équinoxe que lui avait annoncé Maître Miyagi et qui permettrait justement au possesseur de l'astrolabe de devenir tout puissant, hein. Et alors que, bon, la situation, elle se présente un petit peu comme dramatique, entre l'autre qui pionce sur son lit d'hôpital et la menace qui plane sur le monde. Quoi, l'équinoxe? L'équinoxe, là? Tu m'as demandé du café pour l'équinoxe? Excuse-moi, tu peux me tenir ça, s'il te plaît, je dois aller chercher l'équinoxe. Oh, mais lui, j'en ai vraiment marre, quoi. Oh, il est horrible à supporter. Là, Atoman prend son envol et... Oui, il se présente face à Sammy, hein, donc vous savez, le fameux mec que la DGSN cherche parce qu'il a disparu. Eh bien, Atoman, lui, il savait où le trouver. Oui, parce que... Ah non, j'ai rien de plus à ajouter. Il savait parce que... Et donc, en gros, il se retrouve face à face au champ de panneaux solaires. Donc, vous savez, celui du tout premier plan du film. Même si, bon, ça justifie pas plus de l'avoir montré au début. Atoman, le voilà enfin. Je commençais à perdre patience. Oh, ça sent la confrontation dantesque à venir, ça. Donc, juste à côté du champ de panneaux solaires, alors retenez bien ça, on va y revenir. Bien que Atoman tente bien de dissuader un mec voué quand même à devenir immortel et l'homme le plus puissant du monde, hein, donc essayer de le dissuader et peut-être de l'inviter à abandonner tout ça pour rejoindre le monde merveilleux des bisounours, c'est vraiment débile. Espèce d'idiot. Minable, oui, minable que tu es. Oula, là il est colère. Non mais sérieux, franchement c'est du même niveau d'acting que OSS 117. Je ne te dirai rien, Fennec. Ouais, sauf que bon, OSS 117, c'était volontairement ridicule, pour se moquer des surjeux d'époque. Alors que ici, ils sont vraiment convaincus d'être sérieux en jouant comme ça, quoi. C'est là où c'est fou. Ah bah et puis d'un côté on y croit, hein. Minable que tu es. Du coup c'est... La bagarre. Ah putain, qu'est-ce que c'est laid. Jusqu'à une révélation ultime, et oui. Quand je me suis délecté à tuer ta mère et ton père, c'est toi qui as tué mes parents? Bah non, connard, hein. Il dit qu'il les a tués, mais juste comme ça, histoire de déconner, voyons. Non, vraiment, c'est affligeant. Bien que Sammy nie
en revanche être impliqué dans la tentative de meurtre de Fiona, bah oui, alors sûrement que la baraque a explosé parce qu'elle avait peut-être fumé une clope après avoir lâché une caisse, hein. Ça doit être ça, la cause. Du coup, Atoman, il est tout fâché, hein. Mais attendez, parce que bon, si on se référait aux propos de Maître Miyagi, je croyais que... Alors oui, parce que vu le niveau du film, je peux me permettre de dire « je croyais », hein, y a prescription. Donc je disais que je croyais qu'en fait, il fallait qu'il use de ses pouvoirs, mais jamais sous le coup de la colère. Bref, s'apprêtant à jouer le Sangoku du pauvre avec une boule d'énergie solaire, hein. Bah ouais, parce que bon, je tiens quand même à rappeler que son pouvoir, il vient de quoi? Bah il vient du vent. Mais ça aussi, le scénariste, il l'a oublié. Et donc, il frappe. Non mais attendez, après un coup comme ça, vous terminez sur un fondu au blanc pour enchaîner sur ça? Mais vous vous foutez vraiment de nos gueules. Oui. Et alors qu'il gît sur le sol, comme mort, hein, et que Samy s'apprête à devenir le maître du monde, hein, quel enfer! Oui, eux, effectivement, ils se pointent parce que, pareil, hein, ils savaient où fallait aller. À eux, je les soupçonne d'avoir foutu un AirTag dans le derge d'Hakim pendant qu'il dormait, quoi. Mais tandis que Samy fout Atoman dans la glace... Comme il n'y a qu'un seul astre dans le ciel. Bon, en même temps, les cadavres, ça a tendance à vite pourrir, ça pue, ça attire les mouches et tout. Donc, limite, c'est quand même bienveillant comme geste de la part d'un mec qui veut gouverner le monde. Eh ben, Samy n'avait pas prévu ça. Donc le fameux coup de Maître Kenobi, hein, le temps que Atoman se réveille, car oui, effectivement, il n'est pas mort. Mais bon, sauf que Samy, il est vraiment trop fort, rien ne l'atteint. En même temps, quand t'es capable d'encaisser des rails de coke de plusieurs dizaines de centimètres de long, effectivement, il n'y a rien qui t'atteint, quoi. Qui es-tu, petite vermine? Mais par chance, se souvenant un petit peu des mots de philosophie de comptoir PMU de Maître Miyagi, hein, Atoman se libère de sa prison de glace pour remettre le couvert avec Samy en s'adonnant à un dernier Kamehameha, mais du plus bel effet, hein. Même Dragon Ball Evolution, dans sa laideur, ne saurait surpasser un tel niveau, hein. Non, je déconne quand même, hein. Et encore une fois, grâce à la force du vent, il façonne une boule d'énergie, bon, qui justement a rien à voir avec l'air, hein, et frappe Samy, hein, bon, qui bien que trop fort, préfère ne pas se protéger parce que bon, il n'y a plus de bonus pour le film, donc bon, faut couper court à tout ça, hein, et... Voilà, exactement pareil, comme tout à l'heure, fondu au blanc, et ensuite, je te colle une image toute neuve dans la seconde qui suit, comme si rien ne s'était passé. Et surtout, vous avez vu, il se trouve en plein milieu du champ de panneaux solaires. Alors sûrement grâce à la téléportation, hein. Oui, parce qu'avant, ils étaient quand même à côté. Bon, accessoirement, on a quand même fait péter des boules d'énergie qui peuvent détruire l'être le plus puissant du monde. Mais non, ça va, les panneaux solaires, ils ont absolument rien. Hein. Pas un pet que dalle. Hein. C'est extraordinaire. Et pendant qu'il récupère l'astrobidule du tas de cendres et de schnouf qu'il reste de Samy, ses copains de la confrérie le rejoignent pour une grande partie de remerciements et de paluchades dans un plan rotatif de caméra autour d'eux, mais qui est carrément fait par un aveugle vu qu'il n'est pas foutu d'avoir les trois mecs dans le même cadre. Et là... Je ne connaissais pas mon histoire, j'ai grandi sans parents dans le square, un orphelin sans identité qui cherche des réponses. Oh non, pas encore Soprano! Mais attendez, c'est le générique de fin là que vous êtes en train de nous annoncer? Eh ben oui, voilà. Mais alors si je comprends bien, le mec il a sauvé le monde, ok, mais sinon, quid de Fiona, hein? Enfin je sais pas, vous envisagez pas une petite séquence pour nous montrer son réveil? Voilà, une sorte de petit happy end, non? Eh ben non, rien n'a branlé d'elle. Bah attends, en même temps, on a fait du Dragon Ball Evolution, hein. Qu'est-ce que tu crois? Il y a plus de flouze. Après tout, bon, c'est pas très important. Néanmoins, ils ont quand même trouvé assez d'argent pour une scène post-générique. Oui, ils ont osé. Atoman, l'astrolabe, il a disparu. Oh bah mince alors. Enfin bon, je suis pas étonné par ça, même si bon, l'astrolabe a encore été chouré alors qu'il était censé être sous bonne garde. Après tout, ce n'est que l'objet qui peut renverser l'équilibre du monde, quoi. Hein. Non, moi, en revanche, ce qui me choque vraiment, c'est que ça veut dire qu'ils veulent faire une suite, quoi.
Et là, vraiment, ils doutent de rien, les mecs. Bref, ceci clôture ce que l'on pourrait qualifier d'une des expériences les plus inédites en termes de films de super-héros, qu'on pourrait même mettre à côté de Turkish Superman. Donc un ovni, que dis-je, une œuvre qui s'inspire malgré tout effectivement des films bollywoodiens des années 70, mais en à peine plus moderne, et donc avec des prétentions d'offrir un héros digne de l'homme d'acier et de Sangoku réunis, mais avec 150 fois moins de moyens, c'est quand même osé. Bon alors on en rigole pour le moment, mais au vu du succès du film, en raison notamment de son accueil critique absolument exécrable qui pousse un petit peu à la curiosité masochiste, parce que bon, faut quand même l'avouer, le film cartonne sur Prime Video, on n'est pas à l'abri d'en avoir un autre à arriver, quoi. Ou d'autres films du genre. Mais quand tu penses quand même que pour pondre ce bousoscope, il m'aura fallu mater au moins 2 fois ce film, franchement, je vais réclamer une médaille, quoi. Bref, voilà, j'en ai terminé pour ce bousoscope. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez cette pépite du cinéma marocain, qui va peut-être ouvrir les portes de Pandore, sait-on jamais. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye.